Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir démarrer du coup. Simplement, on va commencer par la présentation de Sébastien qui va nous parler du lancement de la plateforme d'innovation pour prototypage de cathéter. Voilà. Merci. Démarre. Ok. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui, c'est ça, de la plateforme de bioingénierie qui va être lancée au bâtiment C dans quelques semaines, qui sera une plateforme de prototypage de cathéter et également une plateforme qui servira pour toute la partie assistance à la recherche dont s'occupe Sylvain actuellement. Donc le plan, je vais revenir. Le plan rapidement de la présentation, ça va être pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer une plateforme de bioingénierie. Le second point, ça va être la plateforme en elle-même, comment est-ce qu'elle va être organisée, un petit peu les machines qu'on retrouvera dessus. Le troisième point, ça va être un peu plus sur le travail que moi je ferai sur la plateforme, donc un peu expliquer rapidement comment est-ce qu'on fabrique un cathéter. Et le dernier point, ce sera de parler rapidement des projets à venir, des premiers projets en tout cas, qui arriveront sur la plateforme. Donc pourquoi une plateforme de bioingénierie Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a voulu lancer une plateforme de développement de cathéter au Lyric, il faut un peu comprendre le processus qui permet de partir d'une idée de base jusqu'au développement d'un modèle qui pourrait être utilisé chez le patient. Et donc si on regarde un petit peu le process, donc quand on prend l'exemple du Lyric, donc on a des chercheurs et des chercheuses qui sont capables d'avoir des nouvelles idées et des nouvelles idées et des nouveaux concepts. Ils sont également capables de tester ces idées et de designer un petit peu des idées de cathéter qui pourraient servir pour correspondre à l'idée qu'ils ont cherché à développer. Et ça peut éventuellement les amener à poser un brevet ou plusieurs brevets sur l'idée qu'ils ont pu avoir. Et c'est un peu là que les soucis commencent, parce qu'une fois qu'on a cette idée-là, il faut la fabriquer. Et à l'heure actuelle, en France, il n'y a plus aucun acteur qui est capable de fabriquer des cathéters. Et donc, on est obligé de se tourner vers l'étranger, donc souvent les États-Unis, pour donc produire un premier prototype qui va ensuite revenir en France pour être validé, typiquement ici au Lyric. Ensuite, on va proposer l'idée pour le design préclinique qui va devoir être revalidé et on repart encore aux États-Unis pour fabriquer le modèle clinique qui lui pourra être utilisé chez le patient. Et donc on remarque que sur toute cette étape qui va du prototype à l'usage chez le patient, il y a beaucoup d'allers-retours qui sont déjà une perte de temps considérable et aussi une perte d'argent. Et donc c'est des freins, des vrais freins pour l'innovation. Et donc c'est ça c'est la réflexion qui a eu lieu, c'est comment est-ce qu'on pourrait enlever ce frein-là. Et donc l'idée, c'est que si on reprend la frise qu'on avait, donc tout ce qu'on savait déjà faire, de toute façon, on savait le faire, donc on continuera de le faire. Et ce qu'on va rajouter, c'est que désormais, on va être capable, grâce à la plateforme, de fabriquer les prototypes et les modèles précliniques, ce qui fait qu'on s'épargne tous les allers-retours qu'on avait avant. Donc ça va être donc à l'opposé de ce qu'il y avait dans le modèle précédent, on va gagner du temps et on va gagner aussi de l'argent. Et donc pour le moment, il n'y a que la partie design clinique qui restera à faire à l'étranger parce que les contraintes qu'il y a, notamment en termes de normes, pour pouvoir réaliser un design clinique qui peut aller chez un patient, ça demande des investissements qui seraient d'un ordre totalement différent. Et donc pour l'instant, ça restera quelque chose qui sera externalisé. Et donc on retrouve l'usage chez le patient à la fin. Donc on a vu pourquoi est-ce qu'on avait lancé la plateforme. Maintenant on va voir la plateforme en elle-même. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de la voir, la plateforme elle ressemble actuellement à ça. Donc c'est une belle salle qui est pour l'instant relativement vide parce qu'il n'y a aucune des machines qui a encore été installée. Et donc comme je le disais au tout début, sur cette plateforme il y aura deux volets un peu différents. Il y aura la partie développement des cathéters et également la partie assistance pour la recherche, qui est la partie dont s'occupe Sylvain actuellement. Et donc pour réaliser tout ça, il va y avoir tout un tas de machines qui vont être installées. Et donc si on regarde un petit peu l'organisation de cette plateforme, on remarque qu'il y a 5 zones. Donc il y a la zone en verte qui est la partie usinage de précision. Donc c'est principalement des machines qui vont servir pour la partie fabrication des cathéters. Une partie gros usinage qui, elle, va plus s'adapter pour la partie assistance à la recherche. Même s'il y aura également des machines pour les cathéters, bien sûr. On a une partie usinage salissant, là c'est pareil, c'est des machines mais qui vont produire des copeaux, des déchets et donc qui pourraient venir polluer la zone principale. Et donc on les a mises dans une
salle un peu isolée, toute une partie métrologie qui, elle, va servir, qui finalement pourrait servir pour un peu différents types de projets, même si c'est principalement pour l'instant tourné vers les cathéters. Et le dernier point, c'est une zone tout en haut, une zone commune. C'est une zone dans laquelle vous pourrez retrouver des petits outils d'atelier un peu généraux, des postes à souder, une petite imprimante 3D, des choses comme ça, qui permettront un peu à tout le monde de venir travailler sur des projets un peu en libre accès, en respectant les règles qu'on aura définies, bien sûr. Donc ça, c'était pour l'organisation générale. Si je montre rapidement des machines qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme, ça, c'est pour la partie cathéter. Donc tout à gauche en haut, on a un braider, donc c'est une machine qui sert à faire les tresses métalliques qu'on retrouve dans les cathéters ensuite. Un four de refusion, une lampe pour une lampe à UV, un laminoir, c'est pareil, ça a un peu la même utilité que le four, et d'autres petites machines qui servent pour la fabrication des cathéters. Là, ici, on a plus la liste des machines qui servent pour la partie assistance à la recherche et fabrication des prototypes, mais qui ne sont pas directement les cathéters eux-mêmes. Donc, on a une fraiseuse à commande numérique tout en haut à gauche, un tour d'établi, une découpe laser, pas mal de machines qui vont permettre de pouvoir réaliser des choses assez sympas à l'avenir. Voilà pour les machines. Et donc maintenant qu'on a vu la plateforme et les machines, je vais vous parler un peu plus de ce que moi je vais pouvoir faire sur cette plateforme, en expliquant rapidement comment est-ce qu'on fabrique un cathéter assez simple, en prenant l'exemple d'un cathéter de mapping pour le sinus coronaire. Donc c'est le cathéter qui est illustré là-haut. Donc c'est un cathéter qui se compose de 5 électrodes et de 2 sensors magnétiques, donc qui permet de se repérer dans l'espace. Et c'est un cathéter qui a également une déflexion, donc c'est le cathéter qui est présent là sur la table. C'est le cathéter sur lequel j'ai travaillé pendant ma formation chez Host, qui est le consultant qui nous a permis qui nous a aidé en tout cas à lancer la plateforme. Donc si on regarde un peu la composition d'un cathéter, donc un cathéter, ça se décompose grossièrement en 3 parties. Donc la partie poignée, le corps principal, qui est finalement juste un tube creux qui peut être tressé ou non, et une section déflectable qui est donc la section la plus stratégique parce que c'est là qu'on retrouve tous nos composants et donc c'est là où il y a finalement le plus de travail. Donc si on se concentre un petit peu sur cette section déflectable et qu'on regarde une vue en coupe, on peut voir qu'il y a différents éléments qui la composent. Donc la grosse enveloppe grise, c'est l'enveloppe plastique qui est l'enveloppe extérieure finalement. Le gris tout autour, c'est juste de la matière. Le trait noir, c'est la tresse en acier. Et ensuite, on a 4 extrusions. Donc, une extrusion qui sert pour le câble pour la déflexion, 2 extrusions pour les sensors magnétiques et une dernière extrusion pour les fils électriques qui servent à relier les électrodes à la poignée. Et donc, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on va fabriquer cette partie-là. Donc, si on regarde un peu à la base, en fait, le principe, c'est qu'on part d'un assemblage de tubes. Donc, on commence par fabriquer notre tresse, donc avec la machine que je vous avais présentée précédemment, donc le braider. On vient y insérer nos différents tubes qui serviront à faire passer les composants par la suite. Et on vient envelopper le tout avec un tube plastique. Et donc, on maintient le tout ensemble. Et cet ensemble-là, on n'a plus qu'à venir le faire passer dans un four pour qu'au moment où il passe au four, en fait, l'enveloppe extérieure vienne fondre. Et en fondant, elle vient en fait remplir l'espace vide qu'il y avait entre nos tubes d'extrusion. Et ça vient former un ensemble uni qui ressemble donc à l'image qu'il y a sur la droite. Donc ça nous permet d'avoir le tube qui viendra être mis en place pour la partie déflectable. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à venir préparer tous les composants qui vont se monter dessus. Donc, on a là, dans notre cas, on a les électrodes, la pointe, le câble pour la déflexion et nos 2 sensors magnétiques. Et on n'a plus qu'à venir les assembler à la main. Donc, c'est l'étape un peu longue et délicate de la partie fabrication. Mais on assemble tous nos composants sur le tube du cathéter. Et ça nous permet d'obtenir, une fois qu'ils sont mis en place, la partie qu'on a ici. Donc là, c'est une fois qu'on est venu appliquer la colle à UV. Donc ça nous donne un ensemble qui commence à être à peu près fini.
et on n'a plus qu'à venir donc lier toute cette partie-là au corps principal, donc qui était juste ce que je disais au début, un tube creux. On vient faire passer tous nos câbles à l'intérieur et on vient lier les deux composants, donc les coller l'un à l'autre. Et ça nous donne donc ce qu'on voit là sur la table pour ceux qui arrivent à le voir. Le tube qui est fini entre guillemets parce qu'il reste à rajouter la poignée. Donc l'idée c'est juste de venir mettre en place la poignée et de souder les composants aux connecteurs qui permettront de brancher le cathéter à la fin. Voilà pour la partie fabrication des cathéters. Je vous laisserai poser des questions si je suis allé un peu vite, c'est pas impossible. Et maintenant, juste pour finir rapidement, pour les premiers projets qui vont arriver sur la plateforme, le premier projet dont j'ai eu connaissance et un des premiers projets sur lesquels on va travailler, c'est un cathéter pour nouveau-nés. Donc c'est un projet qui est porté par Zakaria Jalal. L'idée, c'est qu'il y a certains bébés quand ils naissent qui ont une malformation qui fait que leur artère pulmonaire et leur aorte sont inversées et donc ils peuvent pas respirer. Et donc le principe, c'est que on prend un cathéter à ballonnet, on vient l'insérer au niveau comme illustré sur le schéma, mais au niveau de l'image 1, on vient l'insérer dans le trou qui est au niveau de la cloison entre les deux oreillettes. On vient gonfler le ballon et on tire un coup sec dessus pour venir créer un plus gros trou qui permet à l'enfant de respirer le temps que le chirurgien puisse venir l'opérer pour corriger le problème. Donc ça, c'est le premier cathéter sur lequel on va travailler. Et le deuxième cathéter sur lequel on va travailler, c'est le cathéter IRM. C'est un projet qui est porté par Bruno Caisson. Donc c'est l'idée de développer un cathéter qui soit compatible avec l'usage d'un IRM. Donc il y a pas mal d'enjeux, notamment sur le choix des matériaux pour que le cathéter soit compatible avec cet environnement qui est assez particulier. Et pour finir, un dernier projet qui est pas vraiment un projet, c'est pas un cathéter en particulier, mais c'est plus un projet global finalement pour la plateforme. C'est qu'on va essayer d'intégrer un maximum une démarche d'éco-conception dans le développement de nos cathéters. Donc notamment, on va travailler avec une boîte extérieure pour cette partie-là. Mais l'idée, c'est que les cathéters, c'est des produits qui ont un bilan énergétique, carbone, tout ce qu'on veut, qui est pas extrêmement positif. Et donc, on va essayer d'améliorer ça, en tout cas sur la plateforme. Merci pour votre attention. Du coup, si vous avez des questions, on a 5-10 minutes par personne. Oui, bonjour. C'est Christiane en ligne. Donc, j'ai raté ta présentation, Sébastien, parce qu'on m'a envoyé un lien qui ne marche pas et on était plusieurs à attendre. Donc, désolé. J'aurais aimé avoir les questions, mais j'en ai pas finalement parce que j'ai pas vu ta présentation. Merci. Je recommence. Tu refais la présentation. Je fais un deuxième essai. Il n'y a pas de souci. Christiane, je pense que c'est enregistré. Si jamais tu veux la revoir, je pense que tu pourras voir. Moi, j'ai une question. C'est Bruno Caisson en ligne. Ouais. C'est quoi à peu près le cathéter que tu as fait pendant ta formation? C'est quoi à peu près le temps de réalisation d'un cathéter? Si on veut faire un prototypage rapide, ça prend 4-5 jours, ça prend une demi-journée. Alors, c'est un peu particulier parce que j'apprenais en même temps. Celui-là, il m'a pris 5 jours en gros à réaliser. Réaliser un prototype, si on sait déjà de quoi il va être fait et si on sait déjà les composants et tout ça qu'on va avoir à mettre dedans et qu'on a grosso modo une idée de la démarche, ça se fait sur une bonne semaine. Okay. Sur un produit où on maîtriserait pas tous les composants qui seraient à mettre dessus, ça pourrait forcément prendre plus de temps. Mais dans l'idée, une semaine pour un prototype assez simple, c'est grosso modo l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Okay. Et après, j'ai une question très technique sur la tresse. Si j'ai bien compris, il faut mettre cette tresse pour ensuite, lorsqu'on fait fondre le plastique autour, ça se mélange à la tresse et ça fait le corps du cathéter. C'est ça ou j'ai pas compris? C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que cette tresse peut être en autre chose que du métal ou un métal particulier, ou est-ce qu'il y a différents types de métaux que l'on peut utiliser? Ouais, on peut utiliser. Je sais que, alors nous pour le coup c'était de l'inox, mais je sais que ça peut être
Enfin, ça peut être des composites, ça peut être, il peut y avoir du Kevlar dedans. On peut ajouter, enfin, on peut coupler même plusieurs matériaux. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, ouais. Et en fait, on choisit. En fait, c'est des bobines qui viennent tourner. C'est une genre de tresseuse, donc c'est des bobines comme finalement presque une machine à coudre. Et en fait, on choisit les bobines qu'on utilise et donc on choisit le matériau qu'il y a sur les bobines, quoi. Donc il y a plusieurs possibilités, ouais. C'est pas forcément de l'acier ou de métal en particulier. Très bien. Hello. Ouais. Moi j'ai une question. Est-ce que tu as, ou c'est quoi le limite de le nombre d'électrodes que tu peux utiliser dans un cathéter parce que tu peux créer alors de mon côté, il n'y a pas réellement de limite. Enfin, du côté fabrication, disons, je pourrais en mettre une infinité. C'est juste que après, plus il y aura d'électrodes, plus il y aura de fils électriques à faire passer, et donc plus ton diamètre final sera conséquent parce que il y a plus de matière. Après, les limites en termes de fabrication, il n'y a pas spécialement de limite sur le nombre d'électrodes que tu peux mettre en place. Ça demandera plus de temps, c'est tout. Sébastien, c'est Christiane. Quelle est la vraie difficulté dans les différentes étapes de fabrication de cathéters? Je vais zapper un peu sur le diapo, mais une des étapes les plus complexes, c'est celle-ci. C'est l'étape où on vient mettre en place nos composants sur le tube du cathéter. Parce que typiquement, là, le faire passer les fils, en fait, ça se fait sous microscope. On a une petite aiguille et il faut venir percer un trou dans le trou de l'extrusion, donc dans un des trous qu'on avait bien identifié. Donc, il faut être sûr qu'on perce au bon endroit. Et ensuite, il faut venir faire passer à la main le fil électrique qui est pas très épais, donc qui a tendance à se bloquer un peu partout. Et donc voilà, enfin c'est pas tellement que c'est compliqué, c'est plus que ça prend pas mal de temps parce que faut y aller doucement. Et une autre étape qui est assez compliquée, c'est la partie où on vient appliquer les cols pour typiquement figer les électrodes. Parce que c'est pareil, ça se fait à la main sous microscope. Faut pas passer sur l'électrode, mais faut réussir malgré tout à bien couvrir les bords pour pas qu'il y ait de côté abrasif et tout ça. Donc voilà, c'est des étapes qui prennent pas mal de temps. La deuxième question, puis après je me tais. Est-ce que n'importe qui peut fabriquer un cathéter ou il faut quelqu'un de formation comme toi? C'est dur à dire. J'imagine que ça aide d'avoir une formation en méca parce que typiquement la pointe, on est venu la fabriquer nous-mêmes, donc faut avoir des notions un petit peu de mécanique pour savoir faire tourner des machines-outils. Après, les machines spécifiques pour les cathéters, je pense que tout le monde peut apprendre dans une certaine mesure à s'en servir. Je ne sais pas s'il y a une formation en particulier qui permettrait d'aider. Mais ça aide de former un petit peu en mécanique, c'est sûr, pour globalement pour le développement en général, quoi. Ouais, je vais rajouter tu peux nous remontrer le plan de la plateforme. Donc c'est une bonne transition parce que on a pensé cette plateforme avec donc plusieurs zones, comme vous voyez. Et donc il y a deux zones où je pense qu'il faut des personnes comme toi, Sébastien, qui sont habituées à utiliser les machines et les outils, donc qui vont travailler dans les deux zones, gros usinage de précision. Donc c'est plein de machines qui pourraient donner plein de velléité à plein de gens, mais c'est vrai qu'on va essayer de les garder quand même comme des machines où on passera par des demandes un peu formalisées. On est encore en train de réfléchir au process, mais même si ça ajoute un peu de lourdeur, on comprend bien que utiliser une fraiseuse automatique ou une commande numérique de découpe, il vaut mieux prendre quelqu'un qui sait s'en servir. Mais on a eu cette volonté quand même de faire cette zone commune que vous voyez en haut, et je pense que c'est assez important qu'il y ait des zones comme ça où les gens peuvent aller faire leurs prototypes. Donc il y aura, parce que c'était aussi une demande récurrente qu'on avait sur les machines d'impression 3D, par exemple. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui peut à peu près servir une machine 3D. Donc c'était bien. Donc typiquement, il y en aura une qui sera à disposition là-haut. Il y aura aussi des outils parce qu'on voit bien qu'avec le workshop là qu'on a aujourd'hui, il y a des besoins d'outils récurrents pour les manips. On est en pleine manip, on a besoin d'un tournevis, on va le chercher. Voilà. Donc là, on saura où trouver les choses. Et donc, bien sûr, je fais la suite de ça. Le corollaire, c'est qu'il faut les ramener. Et puis, donc, c'est un espace commun. Et donc, un espace commun, ça veut dire qu'on le préserve quand on y fait tous attention. Et donc,
ce sera d'autant plus une zone ouverte et à tout le monde et avec beaucoup de choses à disposition qu'on arrivera à les garder longtemps dans cette zone-là. Voilà. Donc on a vraiment envie que toute cette zone soit une zone où les gens en passent, prennent des choses, soient là, regardent les cathéters qui sont. C'est vraiment une zone vivante. Mais gardons cette zone bien propre et bien rangée, comme ça on pourra la garder longtemps pour tous. Voilà, c'était trop mal. Pour ceux qui ont suivi mes mails récemment. Moi j'ai une question aussi, j'ai encore une question, c'est Bruno toujours. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme budget dans nos demandes de financement si on veut faire un prototype? Enfin, c'est quoi? Il faut prévoir 3 000 € pour un prototype ou plus ou moins? Bien sûr, si tu vas me répondre, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais quelle est la base minimale pour faire voilà, en termes de composants, de matériaux de base pour faire la tresse, etc., etc. Enfin, quelle est la base minimum, quoi? Je pense que si tout ce qu'il y a à acheter, c'est les tubes plastiques, quelques mandrins pour voilà faire nos extrusions et tout ça, s'il y a en gros pour faire l'équivalent de ce qui a été fait là sur le cathéter sur lequel j'ai travaillé, je pense que autour de 2-3 000 € grand max, on doit pouvoir s'en tirer. Ça laisse à supposer qu'on n'ait pas besoin d'acheter de machines supplémentaires. Je sais que, alors je sais pas si tu l'avais en tête, mais typiquement sur le projet de Zach ou aussi sur le tien, il peut y avoir besoin de cathéter à ballon. Enfin, il y a éventuellement besoin d'un cathéter à ballonner. Et selon le type de ballon qu'on va utiliser, il y a des machines différentes qui sont utilisées. Et alors, il y a certaines machines. Alors, nous, on a une machine qui permet de travailler avec un certain type de ballon. Si c'est un type de ballon différent, il faudra investir dans une autre machine. Et là, ce sera des investissements différents parce qu'il faudra investir dans une nouvelle machine, quoi. Et je pense. Bruno, pour compléter. Ouais. Et je pense que Sébastien te répond Bruno parce qu'il a les coûts en tête, mais je pense qu'il te répond aussi sans impliquer dans le prix qu'il a donné tout le coût des appareils, des gros appareils qu'on achète, voilà, en termes d'amortissement et d'utilisation. Hein. Voilà, donc c'était pour compléter ça exactement, ce qui va être prévu, c'est qu'on va faire une espèce de tarification dans le genre de la plateforme, c'est-à-dire dire en gros, voilà, vous voulez faire un cathéter linéaire avec des électrodes, voilà, ça c'est à peu près ce coût-là, enfin, pour donner des enveloppes pour tout ce qui va être après application au projet et demande de grant sur lesquelles il faudra chiffrer ça, c'est clair. Donc c'est prévu aussi d'avoir un peu ces grilles tarifaires sans rentrer le but n'étant pas de rentrer dans les détails extrêmement précis c'est d'avoir des grosses enveloppes, quoi. Voilà. Et on a une idée du timing d'achat des machines enfin, quand est-ce que ça sera opérationnel à peu près? Je peux répondre à ta place. Je peux te répondre à ta place. Bruno, l'appel d'offres qu'on a lancé, qu'on a commencé à travailler dessus depuis septembre, donc cet appel d'offres qui je crois est équivalent à 197 000 €, si je me souviens bien. La notification de marché est faite. Donc là, on est en attente de livraison qui doit être au plus tard dans les 3 mois, je crois. Après, il y a les achats par formulaire qui sont plus simples. Il suffit juste d'identifier les fournisseurs et leur demander leurs documents administratifs. Ça, c'est en cours et on a pour ça un lot de 10 équipes matérielles. Et ça peut aller relativement assez vite en fonction de la réactivité de fournisseurs, mais d'ici 1 mois, tout ça, je pense, est réglé. Bref, grosso modo, au mois de, alors j'ai dit avril, mais au mois de mai ou juin, les choses doivent être livrées. On va peut-être passer à la suite parce que du coup, il y a encore 2 présentations. Merci. Merci Sébastien. Merci à tout le monde. Du coup, on va accueillir Franck qui va nous parler du rôle des canaux de TREC 1 dans la fonction cardiaque. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un canal potassique appelé TREC 1 et de son rôle dans la fonction cardiaque.
Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le canal potassique tréquin est formé de 4 domaines transmembranaires, donc M1 à M4, et de 2 pores, P1 et P2. Et donc, ce canal potassique est connu dans de nombreuses cellules excitables comme étant impliqué dans la repolarisation de ces cellules. En revanche, au niveau cardiaque, on ne sait pas actuellement exactement son rôle. Et ce canal tréquin est activé par plusieurs types de stimulus. Et le seul à retenir aujourd'hui est l'activation de ce canal par l'étirement des cellules. Donc, c'est ce que vous avez représenté ici. On voit que lorsque la cellule n'est pas étirée, il y a peu d'activité du canal tréquin. En revanche, lorsqu'on étire la membrane plasmique de la cellule, il y a activation du canal tréquin. Et jusqu'à présent, tout ce qu'on sait de ce canal au niveau du cœur, c'est son niveau d'expression. Et il a été suggéré dans plusieurs études que le canal tréquin est plus fortement exprimé dans les ventricules que dans les oreillettes. Et donc, mon projet se focalise plutôt au niveau du ventricule droit, pour 2 raisons. Premièrement, le ventricule droit est connu comme étant le site d'origine des tachycardies ventriculaires idiopathiques. C'est là où 75% à 90% de ces tachycardies se produisent. Et la deuxième raison, c'est la structure de ce ventricule droit qui, contrairement au ventricule gauche, a une paroi qui est très fine et donc qui est exposée à l'étirement. Et cet étirement est d'autant plus important lorsque le ventricule droit est dilaté en conditions pathologiques telles que la RVC. Et donc, puisque le canal tréquin est fortement exprimé dans le ventricule et est sensible à l'étirement, on suppose que ce canal tréquin est impliqué dans l'électrophysiologie du ventricule droit. Et il a été récemment montré pour la première fois qu'une mutation de ce canal, dans le port de ce canal, induisait chez un patient une tachycardie idiopathique au niveau du RVOT qui est représenté ici, en haut du ventricule droit, proche de l'artère pulmonaire. Et les données préliminaires qu'on a du labo suggèrent que chez des patients à RVC, il y a une diminution de l'expression du canal tréquin, ce qu'on voit ici en Western blot, contrairement à des patients sains. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ce qu'on ne sait pas actuellement, c'est comment ce canal tréquin contribue à l'électrophysiologie du ventricule droit. Donc, pour répondre à ces questions, dans la première partie de ce projet, je vais évaluer l'effet de la suppression du canal tréquin dans un modèle de souris à différents niveaux, in vivo grâce à des enregistrements d'ECG et grâce à l'IRM, au niveau cellulaire en patch clamp et grâce à l'Ionoptics, et enfin au niveau protéique par Western blot et immunofluorescence. Et donc, je vais évaluer l'effet de suppression de ce canal tréquin en conditions normales et également lorsque l'on est en condition de stretch. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des données préliminaires au niveau in vivo et au niveau cellulaire, des données de patch clamp seulement en conditions normales. Il y a une étude précédente qui a montré que chez les souris qui n'exprimaient plus tréquin, il y avait une augmentation de la durée de l'intervalle QT. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de vérifier si nous, dans notre modèle, on obtenait exactement les mêmes résultats. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Ici, vous avez un ECG représentatif d'une souris contrôle et ici d'une souris n'exprimant plus le canal tréquin. Et si on regarde l'intervalle QT, on voit qu'il y a une augmentation de la durée de l'intervalle QT chez les souris n'exprimant plus tréquin par rapport aux souris contrôle, ce qui est résumé ici sur ce bar graphe. Ensuite, on a été regardé au niveau cellulaire et donc en utilisant la technique de patch clamp sur des cellules cardiaques, donc sur des cardiomyocytes isolés du ventricule droit et du ventricule gauche, à partir de souris sauvages ou à partir de souris KO pour tréquin. Et on voit, si on regarde d'abord au niveau des cardiomyocytes exprimés au niveau du ventricule droit, on observe en gris un allongement de la phase de repolarisation tardive du potentiel d'action.
ce qui est... Non, ça ne marche plus. Pardon. Ce qui est représenté ici sur ce bar graphe, on voit qu'à 90% de repolarisation, la durée du potentiel d'action est significativement augmentée en absence de tréquin. On a fait exactement la même chose sur des cardiomyocytes issus de ventricule gauche, et cette fois-ci, on ne voit pas de modification significative de la durée de repolarisation du potentiel d'action. Donc, ceci est la première caractérisation qui montre que tréquin est impliqué dans la repolarisation du potentiel d'action au niveau cardiaque. Ensuite, on a voulu regarder le rôle de tréquin dans la fonction cardiaque en utilisant donc l'IRM, et on a mesuré différents paramètres qui sont listés ici à gauche. Donc, si on s'intéresse tout d'abord au stroke volume, qui est le volume de sang éjecté par les ventricules. Donc ici à gauche, vous avez entouré pour le ventricule droit en orange et le ventricule gauche, et en vert le ventricule gauche, le volume à la fin de la diastole, et ici le volume à la fin de la systole. Et on voit qu'il n'y a pas, que lorsque tréquin est supprimé chez les souris, il n'y a pas de modification de ce volume, de ce stroke volume, aussi bien au niveau du ventricule gauche que du ventricule droit. On a ensuite regardé la fraction d'éjection, qui correspond donc au pourcentage de volume de sang éjecté durant la contraction. Et cette fois-ci, on observe qu'il y a une diminution significative de cette fraction d'éjection, aussi bien au niveau du ventricule gauche que du ventricule droit, chez les souris tréquin KO. Ensuite, nous avons donc regardé le débit cardiaque. Le débit cardiaque, pardon. D'abord, on a regardé la fréquence cardiaque chez les souris KO et chez les souris contrôle, et on voit qu'il y a une augmentation significative de la fréquence cardiaque chez les souris KO, et également une augmentation significative du débit cardiaque chez les souris KO par rapport aux souris contrôle. Et enfin, on a mesuré l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche ici en vert, du septum en bleu et en orange du ventricule droit. Et on n'a pas observé de modification de l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche et du septum. En revanche, on a observé une modification significative de l'épaisseur de la paroi du ventricule droit chez les souris tréquin KO. Et si on zoome sur... ça ne marche plus. Si on zoome, pardon, bon, c'est pas grave. Si on zoome sur les résultats du ventricule droit, on observe que la paroi du ventricule droit chez les souris KO est significativement réduite par rapport aux souris contrôle. Donc, en conclusion, jusqu'à présent, on a mis en évidence que l'absence de tréquin induit une augmentation de la phase de repolarisation du potentiel d'action, une augmentation de la durée de l'intervalle QT et une augmentation du débit cardiaque. En revanche, on a observé une diminution de la fraction d'éjection et de l'épaisseur de la paroi du ventricule droit. Donc, les prochaines étapes, ce serait d'évaluer la susceptibilité des souris sauvages et des souris KO pour tréquin aux arythmies ventriculaires. Donc, pour cela, on va utiliser deux approches différentes. La cartographie optique, donc sur des cœurs ex vivo de souris contrôle et de souris tréquin KO, en conditions normales et lorsque l'on étire le ventricule droit. Et la seconde approche est la stimulation transœsophagienne. Donc, on va introduire une sonde qui est reliée à un stimulateur au niveau de l'os sauvage pour atteindre le ventricule et ainsi stimuler le ventricule afin d'essayer d'induire des arythmies cardiaques telles que la fibrillation ventriculaire, ce qui est représenté ici sur ce petit schéma. Et enfin, on voudrait également continuer à étudier le rôle de tréquin dans l'hypertrophie ventriculaire en utilisant un modèle d'hypertension artérielle induite par hypoxie chronique. Et donc, dans cette expérience, on va en fait placer des souris wild type et des souris KO dans un caisson hypobar pendant 3 semaines pour induire l'hypertension artérielle pulmonaire. Merci pour votre attention.
Il y a des questions? Oui, merci pour cette présentation très claire. Tu peux juste revenir sur ta dernière slide de conclusion? J'aimerais, enfin, je suis pas dans ma zone de confort là, hein, mais donc on imagine qu'il y a des relations de cause à effet entre tout ça, c'est-à-dire qu'on a le cardiaque output qui augmente, tu dis, et donc une fraction d'éjection qui diminue, donc il y en a l'un qui est, enfin, c'est souvent, il y a des raisons physiologiques de relier les uns aux autres. Est-ce que, enfin, donc là vous observez ça avec effectivement cette perte de TREC1, mais est-ce que vous étudiez aussi les relations de cause à effet entre tout ça? C'est-à-dire, là, on comprend bien que c'est TREC1 qui est la cause de l'ensemble de ça, mais finalement, toutes ces sorties sont un peu liées les unes aux autres. Et finalement, peut-être que la diminution de fraction, enfin, l'augmentation du rythme cardiaque est simplement due à la diminution de fraction d'éjection. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, ce que je veux dire, c'est dans tout ce qu'on observe, les indicateurs qu'on observe ici sont reliés entre eux déjà, indirectement. Donc ça veut dire que cette perte, enfin de ce TREC1, est-ce qu'il induit une augmentation du rythme cardiaque, ce qui aurait pour conséquence après d'avoir une diminution de la fraction d'éjection, et donc finalement la fraction d'éjection n'est qu'une conséquence. Dans ce sens-là, ça marche pas très bien, mais ou plutôt une fraction d'éjection qui diminue. Donc, dans ces cas-là, on aura, comme conséquence de ça, on a une augmentation du rythme cardiaque. Tu vois, avoir une relation plus de causalité entre ces différents descripteurs, et ils sont peut-être pas tous au même niveau. Est-ce que c'est des choses que vous regardez, ça? Pour l'instant, non, on n'a pas vraiment regardé. En fait, c'est savoir quelle est la voie de signalisation impliquée pour avoir l'action directe de TREC, mais ça, pour l'instant, il n'y a rien de connu sur les voies de signalisation qui peuvent jouer sur l'activité TREC1. Et un des problèmes de TREC1, c'est qu'on ne peut pas vraiment le moduler l'activité de TREC1 au niveau du cœur. En parallèle de ça, on a fait quelques expériences sur le cœur de cochon, et donc on a fait des expériences de patch lamp, et on a essayé de moduler l'activité de TREC1. Il y avait un activateur qui était censé être spécifique de ce canal, et en fait on s'est rendu compte que malheureusement il touche d'autres canaux potassiques, dont IKS. Donc c'est compliqué la limite actuelle d'étudier TREC1 au niveau cardiaque, c'est les agents pharmacologiques qui n'existent pas pour l'instant, enfin spécifiques de ce canal qui n'existent pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu rabattu pour l'instant sur un modèle de souris, où là on supprime TREC1 pour essayer de voir si déjà on observait des modifications au niveau cardiaque. Je voulais savoir sur tes deux groupes si tu avais vu des différences au niveau du poids et s'il aurait été intéressant de regarder le volume du ventricule droit par IRM et en comparaison du volume du ventricule gauche ou ce genre de choses et le ramener au poids. Alors, on n'a pas quantifié le poids des souris. Je pense qu'avec Sébastien, sur les ECG, on l'avait peut-être fait, je me rappelle pas. Il me semble pas qu'il y avait de différence vraiment majeure de poids. Par exemple, l'épaisseur de temps qui est différente dans les deux groupes, est-ce que ça pourrait être dû, est-ce que le volume du cœur est le même ou pas? De mémoire, on a fait la mesure du poids et il y a une différence. Il y a une différence? Bon, c'est moi qui... Les carreaux sont plus petits que les globales. Ouais, mais on n'a pas mesuré... Toi, tu voulais parler du poids de la souris ou plutôt du poids du cœur? Oui, ouais. On n'a pas fait le poids du cœur. On n'a jamais... C'est vrai que quand par IRM en 3D, tu peux évaluer un volume, quoi. Ouais, ça, du coup, avec Dounia, on ne l'a pas fait. Franck, est-ce que au début, tu avais dit que c'est lié à un TV au niveau de RVOT, normalement, un manque de TREC. Tu peux juste élaborer ce qui est connu en termes de mécanisme de ces arythmies. J'imagine que c'est plutôt lié à l'automaticité ou au trigger d'activité. Est-ce qu'il y a des choses connues là-dessus? Je dois dire que c'est pas trop mon domaine, c'est pas trop, enfin, pour l'instant, je suis pas encore, le RVOT, on sait qu'il est plus, notre hypothèse, c'est que le RVOT, il est plus sujet à de l'étirement que le ventricule droit. Par contre, pour tout ce qui est tachycardie, je pourrais pas répondre à la question. Merci.
est-ce que les cohortes de patients avec des phénotypes marqués en oncologie ont révélé la présence de mutations? Tu as parlé de la mutation à RVC, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est pas la mutation RVC, c'est une mutation qui entraîne une tachycardie idiopathique. Et à l'heure actuelle, c'est la seule mutation qui est connue chez un patient. Ça, je sais pas, je pense pas qu'il y ait eu de recherche vraiment spécifique dans des cohortes pour le canal tréquin. Il y a peu de choses qui est connues pour l'instant au niveau de son activité, enfin au niveau de son rôle au niveau cardiaque. Donc voilà, nous tout ce qu'on a vu, c'est sur des échantillons de patients avec ARVC qui avait une diminution de l'expression de tréquin. Maintenant, est-ce que c'est impliqué dans la RVC? Est-ce que vraiment tréquin joue un rôle? Ça, pour l'instant, on n'a aucune idée. Okay. Bon, merci Franck. On va pouvoir passer à la présentation de Victor, qui va nous parler de Automated Contrast. Je ne le dis pas en français parce que je n'ai pas la traduction. Automated Contrastation for Robust Right and Black Blood Myocardial Scare Imaging. Ok, je vais faire ma présentation en anglais. So, hi everyone. Today I'm going to talk about cardiac imaging and more especially how to automate the contrast selection for black blood imaging. So first of all, I'm going to do a bit of a background. So here you can see the PSIR method. That's the gold standard for myocardial scar visualization. So here you can see in two different patients that we can see the scar in bright pixels. But for subendocardial scars, the scar that are against the endocardium, sometimes we have a lack of contrast because the blood pool is in like bright pixel as well. So sometimes it's difficult to make the difference between both. So some solution has been proposed to overcome this problem. And for instance, the SPOT technique developed at Lyric that joins bright blood images for anatomy information and black blood images for scar information in order to obtain this kind of image here, where we have information about the scar and about its location within the heart. So for the scar information, we need what we call an optimal inversion time, and I'll show you how to get it now. So this is images obtained after a TI-SCOOT sequence. So it's heart from the same patient and mid-ventricular slice. And we have the inversion time here, defined as TI, that's going to be increasing. And we have a proportional contrast variation. So the radiologist will have to visually select in this image the one with the darkest blood, and so the one that's going to have the best contrast with the scar. So the corresponding TI value is going to be considered as optimal. So as you can see, it's the manual selection is an increased workload. It's operator dependent and induces variability from expert to another. So this is where my project stands. My project will be to fully automate this selection of optimal TI using artificial intelligence. So it's important to introduce two sequences, yes. So the first one, the TI-SCOOT sequence that I talked about before, where we simultaneously acquire black blood and bright blood images with the TI that's going to increase here, and it's mid-ventricular. And as I said before, the objective here is to get the optimal inversion time, so the time where we're going to have the best contrast with the blood and the scar. So once we have this optimal TI, we can go to the SPOT sequence, where here we're going to have a fixed time of inversion. It's the optimal TI we got before. And this time we'll go over the whole heart. So we're going to have basically a clear scar information all over the heart. So now how can we manage to automatically extract optimal TI? So we thought first to get a bright blood image that we'll give to a neural network. This network will automatically segment the epicardium, from which we'll be able to compute the centroid right here.
and we will construct a small region of interest that we call focus box in green around this centroid. Now we have this focus box, we can propagate it on all black blood images, and then we can analyze the signal in the focus box, in each focus box. And thanks to that, we can easily find the darkest image. So the one we're gonna have the best contrast with. So really important part of the algorithm is the neural network that I'm going to detail now. So we chose to use a 2D UNet, where we're gonna give as an input a cardiac image, and the UNet will return epicardium mask. So for that, we used the dataset with 177 patients with 10 slices per patient. And each slice is gonna have 7 augmentation, as you can see here, including flip and rotations. So now we have the augmented segmentation. So how can we evaluate the algorithm? So here we're gonna use another dataset of 152 patients. And each image is gonna have 14 black blood TI images. And for each patient, we're gonna have 2 experts that will select an optimum TI as the ground truth. And for the experiment here, we're gonna try different focus box size in a heart. And every time we'll calculate the agreement between the predicted TI and the one selected by the expert. So let's have a look now at the automated segmentation results. So the quality of the segmentation is defined by a DICE score here of 92%. That's basically the similarity between the segmentation from the model and the ground truth. So 92 is a pretty good result. And we decided also to look at the centroid distance. So the centroid from the prediction, the segmentation, and the one from the ground truth. And we can see that the average distance is 1.9 millimeter, which is a pretty good result if we are looking at the pixels dimensions here. So we also decided to plot here for all the patients the Euclidean distance between the 2 centroids, and we can see that there are 4 outliers, and we're gonna have a look at them now. So here, those 4 patients. For better visualization, we decided to plot the focus box in the sequence. And we can see that in each case, the focus box is always located in the blood pool, which is exactly what we want. So now we have the automated segmentation that works and that is accurate. So let's have a look at the TI prediction now. So for 3 different patients, we can see that when we use a predicted TI, we have a really good contrast. As you can see here, the scar is really bright if we compare it to the cornerstone technique, the PSIR method. So we can see that for focus box of 2.3 centimeters square, we have an agreement of 91.4. And we can see that actually the algorithm predicted the optimal TI 10 times faster than the manual selection. So the good thing is that our project also works inline in our scanner, and I'm going to show you a demonstration now. So this experiment was made thanks to the big help of Valerie Ozen. And so here we have a look at the MRI user interface, and we can see that we're about to perform a TI SCOOT sequence followed by the spot sequence. So the MRI here is in communication with a Gadgetron framework. And basically, after the first acquisition, the MRI is going to send raw images to the Gadgetron that's going to remodel the image, reconstruct the image, and then find this optimal TI, and then send back this parameter to the MRI, back to the scanner, as you can see here. Now, if we look at the reconstructed images, we can see that in the last image, we've got the darkest blood pool, which corresponds, as we can see here, to 180 milliseconds. And the radiologist is just going to have to enter this parameter to start the spot sequence. So as you can see, we don't have to do anything, but just to set the parameter that's returned by the algorithm. So it's very easy. So
we defined an AI-based algorithm that was proposed to fully automate the TI selection for joint bright and black blood LG imaging. And we saw that it was fast, accurate, and fully automated. The variability was suppressed, and the reduction, there was a reduction of the uncertainties and the workload. So this is a big step in a fully automated MRI that will allow better experience for both radiologists and for the patients. Thank you. Thanks for a really nice talk. I was wondering what type of patients were you using, and do you have any idea of any level of structural remodeling that will no longer allow you to, or you'll need to update, I guess, and learn further, train further your AI model? Do you have an idea about that? So for the patients, for the one to test our algorithm, we used a patient with suspected heart disease. And can you repeat the second question, please? Have you experienced, or do you think there are any level of structural remodeling that would make it challenging to segment clearly? Yeah, probably. We used a model that was already trained that we optimized with by changing the data set and some hyperparameters. But yeah, I think if we can make some changes, we could have better results. We also tried the segmentation using a different kind of model that's combining UNet with ResNet, so it's called multi-res UNet. And we tried this model, and the results were not as good as the UNet. So, but maybe if we dig a bit more, we can maybe find a better results. Well, it sounds like you already have a very varied group of patients anyway, so I'm sure it's been trained pretty well. Two questions. First, why don't you could predict only the box? Why do you want to predict the blood pool and then predict the location of the box as the centroid of the blood pool? Because we want the focus box. We want the focus box to be always located in the blood pool, because that's where the blood is, and we want the blood to be the darkest. So we're gonna look at the signal of the blood pool, and we decided. But you could predict the location of this box. Directly, I mean, in the center of the blood pool. Well, to be honest, I tried before, and one of the first models I developed for this project was to detect a box that I drew around the heart, and we saw that the model had big struggles to predict the box at the right location, whereas here to segment the epicardium and then to make this focus box, that was way more accurate. So. And do you have an idea on how to use this in clinics? I mean, how will you transfer this algorithm into clinic? Do you have already the computer installed in the hospital to? Well, we are working on that, but for now we're developing on the scanners here that has Gadgetron. But we're also working on we're thinking of how to expand this to be able to use it on any MRI. So we're working on that right now. Yeah, but inside the clinical workflow, because there is some challenge to use this, to put this kind of algorithm in the middle of the clinical workflow. Did you already think about that, or not yet, maybe? A bit, but I would not be the best person to say more about that. Okay, thank you. Very nice. Thank you. I have probably a naive question. So at the moment, you're trying to optimize the pixel intensity just based on one slice and then using that for all slices. Would there not be an optimal pixel intensity that is different for different slices depending on where you are in the hub, or it really is just a single optimal value for the whole hub? What do you mean? So from what I understood, you take one slice, you put your box, and you find the optimal signal, the pixel intensity, and for that one slice,
And then you use that for all the slices? Yeah, because like the model we used and was working better on Brightboard, but yeah, then we just propagate this box on all the images. And the thing is that we have a heart motion, so the challenge was to make it like always be located in a blood pool. But I don't think but it's still a single slice better over time, correct? Yeah. Is there a difference in the signal intensity if you took a different slice, if you took it further down or further up in the heart? Oh, no, it's always, sorry, again now. This works with the TI Scoot sequence, so it's always mid-ventricular slice. Okay. So, yeah. You saw the results for the left ventricle. Do you have also the results for the right ventricle with the same technique? We didn't look at the right ventricle, but we tried different parts of the left ventricle. We tried the epicardium, the endocardium, and the wall. Because the scar will be located here, so that's why we focused on the left ventricle. And what is the minimal size that you can detect with this technique? Well, with the model, we trained the segmentation with image acquired with spot sequence, so images with that goes all over the heart, and the model was able to predict like in the apex and in base, so we can predict like really small actually areas. Merci Victor. Du coup, c'est fini. On va pouvoir aller au Friday Drink.